Eh ben. Donc voilà, gestion des nuisibles en Pays belge. Merci d'être venus si nombreux à cette session un petit peu particulière. On va essayer en fait aujourd'hui d'aider un ami. Donc un ami qui nous est cher, si tu peux changer de... Merci. Donc tout le monde connaît Renaud Dumont. Est-ce que tu es là, Renaud? Bonjour Renaud. Donc Renaud, c'est un des organisateurs et des DevD, un ami en fait également. Et en fait, on l'a appelé il y a quelques semaines en fait pour avoir des idées en fait pour le DevD. Donc salut Renaud, ça va? Bah non, ça va pas du tout. Ah, qu'est-ce qui se passe? J'ai un souci. Mon appartement est complètement envahi par des nuisibles. Les nuisibles, moi je sais ce que c'est, hein, j'ai habité un petit peu à Paris. Il y en a de plusieurs types, hein. Il y a des rats, des pigeons, des coléoptères de toutes sortes. En Bretagne, on en a aussi. C'est un peu plus gros, ça mange de l'herbe, mais ça donne du lait, alors bon, on les laisse un petit peu chez nous. Mais en Belgique, vous en avez d'autres, qui sont tout bleus, les schtroumpfs. Vous saviez? Eh ben si. Et donc on a décidé en fait pour aider notre ami Renaud de fonder en fait une association, les Smurf Busters, avec mon ami Victor. Donc moi je m'appelle Samuel Blanchard, je suis directeur innovation chez Synergies. Voilà, ça commence bien. Et je suis MVP Windows Dev Development, je crois. Et puis vous pouvez me rejoindre sur @samotep. Ok, et moi c'est Victor Bocquet, je suis designer d'interaction, du coup, designer UX UI, chez Synergies aussi, et je suis aussi maker, donc j'aime bien bricoler aussi, comme on dit, et puis couper les bouts de carton, enfin, vous allez voir après. Vous pouvez me rejoindre sur @vbocquet sur Twitter. Génial. Eh bien, mon cher Victor, ensemble, nous avons mis en place, je dirais, l'espèce de piège ultime pour les schtroumpfs, le Azrael 2000. Donc il faut bien comprendre, en fait, avant d'attaquer le problème schtroumpf, que le schtroumpf doit être appâté. Tu peux passer. Donc appâter un schtroumpf, c'est relativement simple. Il faut en fait une feuille de salspareil. Et le schtroumpf, en fait, à partir de ça, il va en faire en fait des gâteaux, des pâtés en croûte, etc. Mais il faut bien comprendre en fait que la salspareil, c'est un peu le bitcoin de la forêt. C'est méga cher. Donc, il faut qu'on puisse protéger en fait cette salspareil. Et pour ça, en fait, on a construit une boîte qui va à la fois appâter le schtroumpf, mais protéger en fait notre petit pécule en salspareil. Ok ? Donc, ce que je vous propose aujourd'hui avec Samuel, c'est d'apprendre à fabriquer un piège à schtroumpf DIY, donc do it yourself, avec les moyens du bord. Donc tu peux passer à la slide. Notre but, en fait, c'était de faire un piège que tout le monde peut avoir chez soi. En fait, tout le monde peut être victime d'une invasion de schtroumpf chez lui. Donc, il faudra un piège open source, donc libre, et puis avec une réalisation très facile, à moindre coût. Du coup, vraiment quelque chose d'abordable. Donc en fait, avant de concevoir notre boîte réellement, on a commencé par scénariser ce qu'on voulait faire, comment on voulait attraper un schtroumpf. Du coup, on s'est imaginé un système de boîte avec une porte. Donc on voit une boîte avec un schtroumpf qui n'est pas tout à fait devant encore. Donc normalement, voilà, la boîte serait fermée quand il n'y a pas de schtroumpf devant la boîte. Ensuite, une fois que le schtroumpf arrive devant la boîte, en fait, on a un capteur de proximité. Voilà, qui pourrait capter qu'il y a un mouvement. Quand le mouvement est capté devant la boîte, on dit à une caméra de prendre une photo. Une fois que la photo est prise, on est envoyé sur des serveurs d'Azure. Et les serveurs d'Azure reconnaissent si du coup un schtroumpf est reconnu ou pas sur la photo. Si Azure reconnaît un schtroumpf, on reçoit un message qui retourne vers la boîte. On dit on a bien reconnu un schtroumpf, donc on ouvre la porte et on active un ventilateur, du coup avec des effluves de salspareil pour attirer le schtroumpf à l'intérieur de la boîte. Et la porte s'ouvre. Une fois le schtroumpf à l'intérieur de la boîte, on referme la porte et voilà, en fait le schtroumpf est capturé. On arrête le ventilateur aussi. Donc du coup, pour fabriquer cette boîte, on dispose de différents capteurs. On a un capteur de distance à ultrasons, un servomoteur qui va servir à ouvrir et fermer la porte,
On a aussi un Arduino. Donc Arduino, c'est une carte électronique très accessible qui coûte pas grand-chose. En fait, ça va coûter autour de 5 € et très facile à programmer aussi. Donc tout le monde peut fabriquer son piège à Schtroumpf chez lui. On a aussi le capteur, donc le capteur de mouvement en fait, qui est à l'avant de la boîte, qui va servir à détecter si un animal passe devant la boîte, un mouvement en fait, pour déclencher une photo par le biais de la webcam. J'ai fait un plan de la boîte avec un peu tout ce qu'on voulait, donc il faut s'imaginer que tout à droite c'est l'entrée de la boîte. On a un servomoteur du coup qui va servir à ouvrir, à fermer la porte, un capteur de mouvement pour voir si quelque chose passe devant la boîte, une webcam pour prendre la photo et ainsi l'envoyer sur les serveurs d'Azure et voir s'il y a bien un Schtroumpf qui est devant la boîte. Et au fond, un ventilateur un moteur qui va servir de ventilateur à ça, c'est pareil, et un capteur de distance pour voir si le Schtroumpf est bien arrivé dans la boîte et si on peut fermer la porte pour l'enfermer. Donc pour ce qui est du code, en fait, c'est très très simple. J'ai utilisé Arduino, je peux te montrer rapidement. Ouais. Bon, j'ai quelques petites erreurs en bas, mais c'est pas bien grave. Donc moi je suis designer, je ne sais pas très bien coder, je suis vraiment avec les moyens du bord. Tu sais vendre ton truc. je sais vraiment mon truc, mais heureusement il y a des développeurs pour mieux coder quand même. C'est moi qui sont là. Voilà, donc en fait pour moi c'est très simple, j'ai un servomoteur ici qui est attaché sur le pin 9 de mon Arduino, juste là. Et en fait tout simplement ce que je vais faire, je vais mesurer la distance. En fait je récupère la distance du capteur de distance. Voilà, je transmets ça en mètres. Et après je regarde tout simplement si la distance est inférieure à 50 cm. Je vais dire qu'un Schtroumpf est détecté et du coup, je vais pouvoir faire tourner mon servomoteur. Voilà, tout simplement. Donc, pour montrer un peu la simplicité du procédé et de ces technos Arduino. C'est du C ? Je crois que ça ressemble à du C, ouais. Ça ressemble à du C. Après, je ne m'y connais pas assez, mais oui, je crois que c'est donc un designer qui fait du C, je crois qu'on peut l'applaudir. Merci. Ok. Voilà, donc comme tout bon tuto, on va une séance, toute une partie montage. Donc on prend notre boîte en carton, une boîte à chaussures, donc tout le monde en a chez soi. On découpe un trou dedans, donc une porte. Voilà. On va ensuite positionner le capteur, donc un capteur de proximité au fond de la boîte pour voir si le Schtroumpf est bien rentré, et puis un ventilateur. Bon, moi je l'ai mis à l'avant, mais ce serait peut-être à tester à venir, mais pour envoyer de la salle se barrer. Ok, très bien. Pas hésiter à utiliser beaucoup de colle pour que ce soit robuste et que ça tienne. On voit bien l'exemple en haut. Et puis voilà le montage. Alors là, le montage est un peu à l'air. Le mieux serait de le dissimuler pour pas que le Schtroumpf s'aperçoive du subterfuge en fait. Qu'ils avaient un piège derrière. Ouais. Il y a un peu de latence. Voilà, et puis pas hésiter à tester le dispositif. Donc là, on testait, en fait, c'était la fermeture de la porte quand le Schtroumpf est bien à l'intérieur du... je pense que tu peux cliquer dessus, ça va envoyer la vidéo. Ah, c'est Max, ça ne vaut pas. Si, en cliquant. Ah oui, d'accord. Voilà. Bon, ça rame un petit peu. Vous allez voir. Donc là, on testait à distance. On n'avait pas de Schtroumpf sous la main encore, mais voilà, juste avec un bout de carton, on met ça dans la boîte et puis on voit que la porte se ferme bien. Bon, ça lag un petit peu. Voilà, alors, si on capture les Schtroumpfs, c'est pas pour les emprisonner, pour les tuer, pour faire des choses horribles. C'est pour les relâcher dans des réserves naturelles, spécialement pour les Schtroumpfs, pour qu'ils retrouvent un habitat confortable et qu'ils arrêtent de squatter nos appartements. Donc, j'ai laissé la main. Samuel, merci. Oui, en fait, on avait un petit peu peur que ça soit un peu terrifiant, en fait, que les Schtroumpfs soient pressés à froid pour faire un petit jus pour Gargamel ou ce genre de choses. Donc, on est revenu sur des choses un petit peu plus sympas. Donc, aujourd'hui, la reconnaissance visuelle, c'est Custom Vision qu'on va utiliser. Donc, c'est une version encore préliminaire, mais qui fonctionne très très bien. Custom Vision fait partie en fait de Cognitive Service, un ensemble en fait de services Azure qui permet de faire en gros du machine learning. Donc, le machine learning, c'est quoi? C'est de l'apprentissage automatique.
Voilà, tout le monde connaît à peu près, on entend parler en fait un peu à toutes les sauces en ce moment, donc voilà. Et puis Custom Vision, c'est surtout de la catégorisation d'images. Donc si vous voulez faire en fait des choses avec un schtroumpf ou autre chose positionné dans l'image, c'est pas vers Custom Vision qu'il faut se tourner, c'est plutôt vers CNTK, le Cognitive Toolkit. Voilà, vous êtes avertis. Alors, je vais vous faire en fait une petite démo qui s'appelle Schtroumpf Vision. Voilà. Lorsque notre ami Victor m'envoie un signal de la présence de quelque chose, il va falloir en fait qu'on détecte que c'est bien un Schtroumpf. Alors, merci de basculer. Alors, je vais lancer une petite application que j'ai réalisée grâce au SDK de Cognitive de Custom Vision. Donc là, vous avez un petit Schtroumpf ici, que j'ai acheté au rayon dératisation des jouets en Belgique, quoi. Voilà. Je le place devant, vous le voyez. Là, la vidéo est tellement bonne là que je ne sais même pas si on voit. Ok. Je vais appuyer en fait sur espace pour simuler l'arrivée de quelque chose, une présence. J'appuie sur espace, détection. Un Schtroumpf a été détecté. Ça marche. Okay. Maintenant, je vais l'enlever. Je vais mettre, je sais pas moi, un machin comme ça. Et il le détecte pas. Donc ça prouve en fait que ça fonctionne bien en fait notre détection de Schtroumpf. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on va essayer de repasser sur les slides. C'est d'une souplesse là le click share. Ah, ça marche bien. Eh bien, Custom Vision, c'est un objectif en fait qui est tout simple. C'est on envoie une image, il va nous renvoyer en fait des probabilités par rapport à des tags. Voilà. Donc là, en fait, sur l'image, on voit qu'il y a une fleur. Il y a des tags en fait sur la marguerite. Il y a 99% en fait que ça soit une marguerite et les autres des pourcentages beaucoup moins élevés. Donc il y a, comme je vous le disais tout de suite, en fait, un SDK qui est disponible en UWP et en REST, et il y a aussi une interface graphique web qui est très très bien faite, super simple en fait pour commencer, et qui, je dirais, désacralise un petit peu les problématiques de machine learning. Donc vraiment pour commencer, c'est super. Alors, voilà comment ça se passe, le déroulement d'un apprentissage complet. On va d'abord créer un projet. Voilà, donc on a une petite interface. Je vais vous la montrer en fait tout à l'heure. Et il faut quand même décider de quel étiquetage vous allez disposer en fait dans le projet. Donc l'étiquetage, c'est quoi? Pour chaque photo que vous allez télécharger, vous allez lui coller une étiquette ou des tags. Voilà, c'est la même chose. Eh bien, moi j'avais en fait un Schtroumpf à détecter, donc j'ai un tag Schtroumpf que j'ai créé. Et puis, comme j'avais rien d'autre à détecter, ce qui est un cas un peu particulier, puisque normalement vous devriez avoir un tag, je sais pas moi, chat, rat, etc. Voilà. Eh bien, j'ai créé un tag autre qui est tout le reste. Voilà. Je vous conseille pas trop de faire comme ça, mais ça marche finalement très bien. Il faut au moins 5 images par tag. Dans la réalité, il faut au moins, je pense, 50 images pour que ça puisse fonctionner correctement. Et puis, une fois qu'on va avoir uploadé en fait, ces images vers le serveur, vers Custom Vision, on va pouvoir commencer l'entraînement. Donc on appuie juste sur un petit bouton, je vais vous montrer en fait tout à l'heure aussi comment ça fonctionne, et ça va créer une itération. Pour chaque itération, on va avoir la possibilité de regarder si ça a bien fonctionné ou pas. Ensuite, on va pouvoir entraîner, tester plutôt notre itération. On va lui envoyer une image, il va nous renvoyer en fait une probabilité, et si cette probabilité est pas bonne, on va pouvoir lui dire, attends, là c'était pas un Schtroumpf, c'était un chat. Enfin, autre chose en fait pour le coup. Et il va se corriger tout seul en créant une nouvelle itération. Et à la fin, lorsque notre machine va bien fonctionner, on va pouvoir prédire, donc on a un petit SDK qui fait ça, qui est très très bien, qui permet en fait d'appeler une méthode de prédiction, et celui-ci va nous renvoyer uniquement les probabilités. Donc c'est la différence entre test finalement et prédiction, c'est il n'y a pas d'itération en fait qui est créée pour cette méthode. Alors voilà l'interface graphique. Je ne savais pas trop si on allait avoir un bon réseau, donc du coup, j'ai fait des screenshots un peu partout. Donc voilà, il y a plusieurs onglets, training, performance, prédiction. Voilà, donc on va commencer par training image. Vous pouvez ajouter un certain nombre d'images. Là, j'en ai ajouté plein en fait chez moi pour lui apprendre en fait des choses.
sur l'environnement. Si tu peux changer. Voilà. Là, sur ce côté-là, vous allez appuyer en fait ici, paf, pour rajouter en fait un certain nombre de photos. Et sur ces photos en fait qui vont être uploadées, vous allez pouvoir rajouter de l'autre côté le tag qui convient. Donc là, on a un tag Schtroumpf. Donc je ajoute tout ça et je upload en fait le fichier. Une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir commencer l'entraînement. Donc c'est tout simple. Il y a un bouton vert là-haut. Vous appuyez sur Train. Ça va, c'est pas trop compliqué. Quelques secondes plus tard, il y a une itération qui est faite, qui va se créer. Donc là, moi, j'en ai un certain nombre. C'est un peu normal. J'ai un peu fait bosser la machine. Et vous allez avoir deux grands chiffres en fait qui arrivent, qui vont vous donner un petit peu la, je dirais, pas la précision, mais ça va vous donner en fait la capacité en fait à répondre et à reconnaître les schtroumpfs et les tags en fait que vous avez notés. Donc on a précision et recall. Je vais vous expliquer en fait dans la slide suivante à quoi ça correspond. Alors, précision et recall, c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais une fois qu'on a compris, je pense que c'est pour la vie. Là, vous avez en fait une photo de schtroumpf à droite, et si vous comptez bien, il y a 12 schtroumpfs. Dans ces 12 schtroumpfs, il y a le grand schtroumpf, qui est rouge, comme chacun sait. Vous avez aussi des champignons qui ressemblent étrangement au grand schtroumpf. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Okay. Lorsqu'on va donner en fait, cette photo à Custom Vision, sur les 12 schtroumpfs, il va reconnaître 8 schtroumpfs. Mais sur ces 8 schtroumpfs, il y aura 5 schtroumpfs qui seront réellement des schtroumpfs. Les autres, là, il s'est gouré, ce sera 3 champignons, par exemple. À partir de ces informations, donc 12, 8 schtroumpfs reconnus et 5 qui sont réellement des schtroumpfs, on peut en fait créer ces nombres en fait, qui vont nous renseigner sur le bon fonctionnement de notre entraînement, de notre itération. Donc précision 5 sur 8, ça veut dire qu'il y a 5 schtroumpfs réels par rapport à 8 qui ont été détectés, ça donne en fait la précision. Le rappel, c'est les 5 schtroumpfs. Oh là, mon Dieu, j'aurais jamais dû utiliser schtroumpf en fait dans le 5 schtroumpfs utilisés réellement, reconnus réellement par rapport aux 12 existants. My God. Voilà. Et donc ça va nous permettre en fait de définir des stratégies également par rapport à ces chiffres. Imaginons en fait maintenant des choses un petit peu plus tristes, et vous allez voir que c'est quand même intéressant au niveau de machine learning. On va avoir en fait dans un hôpital des gens qui ont un cancer, donc moyennement rigolo. On va essayer en fait ici de privilégier le rappel. Alors pourquoi? Imaginons en fait maintenant qu'on a sur des photos qui sont prises 3 tumeurs réelles qui vont se trouver sur ces photos. On va les donner en fait à Machine Learning. Machine Learning, il va en reconnaître 5, alors qu'il n'y en a que 3. Donc ce qui va nous faire en fait ici une précision qui ne va pas être très bonne, parce que 5 sur 3, en fait, il y en a finalement 2 qui ne sont pas bonnes, mais il va reconnaître, il va y avoir un rappel de 3 sur 3, c'est-à-dire 100% en fait, de reconnaissance réelle de ces tumeurs. Le plus important en fait ici, c'est qu'on ne loupe aucune tumeur. Si on a plus, mais que ce n'est pas vraiment des tumeurs, là, le docteur il va dire bon bah là, ce n'est pas une, c'est pas grave, hop, alors attention là, on va commencer à soigner. Voilà. Donc il faut faire très très attention en fait à ce genre en fait de mécanismes. Pour nous, on va plutôt se spécialiser en fait sur la précision. Ce qui compte en fait, c'est qu'on soit sûr en fait que ça soit bien un schtroumpf qu'on ait détecté. Mais pour d'autres usages, le rappel est plus important. Alors, un petit peu de code quand même. Hein. Bon, le SDK se divise en 2 parties, notamment en fait côté IWP que j'utilise en fait un peu plus régulièrement. Donc c'est celui dont je vais vous parler. Vous avez en fait 2 nuggets, un pour le training, un pour la prédiction. Donc le training en fait permet de refaire finalement complètement une interface, la même en fait que côté web. Donc c'est plutôt bien fait. Et le côté prédiction, c'est ultra simple. Donc là, il y a un petit bout de code où on a un storage file. Donc c'est une image en fait que j'ai pris en photo. Enfin, une photo en fait, en gros, qui est stockée dans un fichier plutôt. Et puis je vais appeler en fait imagefile.openstream4a5 pour transformer en fait ce fichier en un flux. Et ce flux, eh bien, je vais le passer dans l'API de prédiction via une méthode qui s'appelle predictImageA5. Et je vais lui passer l'ID du projet et le stream. Il va me renvoyer en fait dans le résultat les probabilités
de reconnaissance. Donc on va avoir en gros un tag avec une probabilité associée. Donc ça, dans Schtroumpf Vision par exemple, je vais récupérer en fait le tag Schtroumpf. Il va me dire bah là c'est 96% de chance que c'est un Schtroumpf. Donc je vais pouvoir dire bah on déclenche en fait un événement que Victor va pouvoir récupérer. Alors, le SDK, je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait, notamment au niveau de training, ça permet de faire pas mal de choses. Et moi, ce qui m'a un petit peu saoulé en fait dans Custom Vision, c'est que il faut beaucoup d'images en fait pour que ça puisse fonctionner. Donc, j'ai créé en fait une toute petite machine qui est en gros une mitraillette à images pour que ça puisse un peu s'accélérer. Je vais vous montrer en fait très rapidement ce que ça donne. Et vous pouvez le refaire à la maison, hein, c'est très simple. Et puis il n'y aura pas trop de soucis. Donc là, d'un côté, en fait, j'ai mes deux tags, donc que je récupère en fait directement dans Custom Vision au niveau du projet, voilà. Donc là, je vais prendre en fait mon Schtroumpf. Si tu peux me tenir le micro. Hop, j'ai mon petit Schtroumpf. Je prends une photo. Donc là, je vais en prendre plein. Hein. Tac. Ah, il faut en prendre comme ça parce qu'il est un peu stupide au début. Voilà. Une fois que j'ai fini, bah, normalement, il faudrait en fait faire l'autre. Hein. Je vais faire Other comme ça. Je fais des petits snapshots. Sans moi. Un peu de bruit comme ça. Voilà. Et puis, on va finir en fait par un entraînement. C'est parti. Ah, super. C'est la première fois qu'il me fait ça. Super. Je crois qu'il avait... Make sure you have... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ok. Eh bien, je vais relancer. Ouais, non, parce que là, ça, c'est au tout début, quoi. Quand tu as au moins une itération, après, tu peux mettre une photo, il n'y a pas de souci, quoi. Faites-moi confiance, les amis. Ouais, parce que là, l'erreur, elle est complètement fake. Mais c'est une erreur, en fait, que je mets. Je vais rajouter des snapshots, si vous voulez, ok? 1, 2, 3, 4 et 5. Mon Dieu, ça m'a jamais fait ça, je suis vraiment dégoûté. 1, 2, 3. Ok. Et donc, normalement, en fait, ça fait un petit training. Donc, c'est pas grave, hein, on a du temps. Hein. Moi, je vais vous montrer, en fait, ici, ce que ça donne dans l'interface. Il va me remonter, en fait, dans prédiction, les petites images que je viens de prendre. D'accord? Ça marchait pas tout à l'heure, mais c'est pas grave. Donc, ah non, ça, c'est les images, en fait, que j'ai fait tout à l'heure. Mais qu'est-ce qui se passe? My God. Vraiment une session magnifique. Je vais regarder en training image. Ah, voilà les petites sessions en fait c'est ce que je viens de remonter. Donc là, je vais pouvoir en fait les taguer. Tac, 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 tac. Putain, génial. Des photos d'une beauté, d'accord. Donc je les tag tous comme ça. Et puis je vais taguer en fait les images. Je vais rajouter Other, il les a détectés en tant que tel. Ça suffit. Ok. Et il veut pas sauvegarder, d'accord. Eh ben je sais pas, je pense que c'est juste le training qui va pas. C'est bizarre. Hein. Too many iterations for this project. Ah bah voilà, c'est que j'ai atteint la limite. Voilà, c'est pour ça en fait que ça marche pas. Je vous disais en fait que le message était complètement fake en fait tout à l'heure. Hein. Donc c'est un petit peu, je dirais, une petite problématique en fait du SDK, c'est quand on a des erreurs en fait, il nous remonte pas en fait le type d'erreur. Donc là j'ai une personne de chez Microsoft, tu peux remonter ça s'il te plaît. Si. Ne tourne pas la tête. Mais à part ça, le SDK fonctionne super bien. Donc là, je pense que je suis allé un petit peu trop loin, j'ai fait trop joujou avec, donc peut-être que je vais devoir payer quelque chose au bout d'un moment. Peut-être c'est un peu l'idée, quoi. Ok. Bon, c'est dommage que ça s'applique en fait uniquement sur maintenant. Donc là, je vais refaire un petit test, parce que là, j'espère quand même qu'il va me permettre de faire mon petit test. Voilà. Donc là, il m'a détecté mon Schtroumpf à 100% avec Other à 1%. D'accord. Puis je peux refaire la même chose en fait de l'autre côté. Other à 100%, Schtroumpf à 1%. Donc ça fonctionne. Vous pouvez applaudir, hein, je pense. Là, c'est... Non, parce que si vous le faites vous-même, ce truc-là, je pense que ça va vous prendre à peu près un millénaire hein, à faire en algorithme, je pense. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est mon cas. On repasse mon truc. Ouais.
On commence à gérer le click share, mais d'une force. Voilà. Alors, avec Victor, on s'est dit, là, il y a un moment, nos schtroumpfs, ils sont hyper stressés, quoi. On les capturait, et puis ils se débattaient, tout ça, ils nous disaient pitié, pitié, tout ça. Bon, on voulait leur expliquer quand même que c'était pour les envoyer dans une réserve naturelle, que ça allait être plus cool pour eux, qu'ils n'avaient plus besoin en fait, de fouiller dans les poubelles, tout ça. Donc, on s'est dit, on va mettre en place un petit chatbot et pour leur expliquer en fait leurs nouvelles conditions, et puis également pour commencer à réserver leur maison, où est-ce qu'ils veulent habiter, ce genre de choses. Donc, on avait prévu un petit clavier USB tout petit, je te rappelle, avec des petits doigts et tout ça, mais on l'a pas amené. Alors, pour ça, on a utilisé Azure Service Bot, donc qui permet de faire des discussions avec un robot. C'est tout simple à mettre en place. Les capacités qu'on voulait mettre, qu'on voulait absolument avoir en fait sur le bot, c'était au moins de pouvoir faire en fait de la saisie d'un nom, donc un truc tout simple, et puis avoir une liste de choix pour que le schtroumpf avec ses gros doigts en fait puisse cliquer sur l'écran tactile. Il y a plusieurs façons de le faire. On peut le faire via Visual Studio. Il y a un petit template en fait qui n'existe pas de base, mais qu'il faut aller chercher en fait. Voilà, dans un endroit un peu secret. Je l'ai pas trouvé, hein, moi. Donc, je suis passé en fait par le portail Azure. Donc, vous allez dans Nouveau, Data Analytics. Ne me demandez pas pourquoi c'est Data Analytics, c'est un peu bizarre pour construire en fait un service bot. Et voilà, il est en preview et vous pouvez le lancer. Ensuite, eh bien, il va vous donner en fait des petites informations à remplir. Donc là, le nom de l'application, c'est Azrael, pourquoi pas. Le plan d'hébergement, il faut faire attention quand même. Moi, j'ai fait un plan hosting au début, ça me coûtait 1 € en fait par jour sans jamais l'utiliser. Donc, je suis passé en plan consommation, c'était nettement moins cher. Là, je ne paye plus rien, je suis tellement content. Une fois que c'est créé, en fait, votre application, eh bien, vous allez avoir une petite notification qui va vous demander d'accéder à la ressource. Et à partir en fait, de cette ressource, si tu peux changer, eh bien, il va vous demander de choisir un template. Voilà. Donc là, on a un template en C#, parce que moi, c'est le meilleur langage du monde avant TypeScript. Et on a plusieurs en fait, types je dirais, de templates en fait, possibles. Alors, le basique, vous pouvez l'essayer au début, c'est vraiment super sympa à utiliser. En gros, vous recevez, tout ce que vous allez taper, il va le renvoyer et c'est tout. Voilà. Donc, pour débuter, il n'y a pas mieux. Form, c'est celui qu'on a utilisé. Ça permet en fait d'utiliser un framework qui s'appelle FormFlow et qui permet de gérer en fait plein de choses, notamment la navigation. On verra en fait ensuite ce que c'est la navigation en fait dans un chatbot. C'est un peu particulier. Sinon, bon, les autres, c'est intéressant, mais ça devient de plus en plus compliqué. Regardez quand même Language Understanding. C'est avec Louis. Ça permet de faire en fait du machine learning en fait justement sur du conversationnel et c'est plutôt assez cool. Donc peut-être que dans une prochaine session, qui s'en parlera de ça. Alors, une fois que vous avez choisi votre template, il suffit de rajouter en fait un ID que vous allez obtenir via le Manage Microsoft App ID and Password, le bouton juste au-dessus. Il va vous donner en fait un ID et un password et il faut bien les noter parce qu'après il ne les redonne plus et vous les notez là et on part en fait pour créer le bot. Voilà. Alors, comment on fait pour créer un bot? Alors déjà, il faut être bien conscient en fait que pour créer un bot, il faut connaître son client. Voilà, donc moi j'ai fait appel à Jean-Michel, qui parle couramment le schtroumpf déjà, et je voulais en fait qu'il puisse m'aider justement à avoir une conversation qui soit compréhensible en fait par ma cible. Donc je veux une saisie, je vous l'ai dit en fait avec un nom, des formulaires en fait qui soient capables de récupérer les préférences de maisons champignons que le schtroumpf en fait va avoir, et puis une navigation relativement simple. On est capable en fait de faire un back, un reset, un quit par rapport en fait à ce chatbot. Et tout ça en fait c'est couvert par FormFlow. Donc on va commencer par un petit test. Décidément. Merci Victor. C'est comme une espèce de mère pour moi. C'est un peu bizarre. Ok, tout le monde voit le. Je pense que c'est difficile de ne pas le voir autrement. Ok. Donc là vous avez un petit message d'introduction. Donc, qui normalement est fait pour calmer le schtroumpf. Donc c'est incompréhensible par l'être humain normal, mais lui il va le comprendre. C'est Jean-Michel en fait qui me l'a dit.
Donc on commence, en fait, c'est un petit peu comme une application console. Donc on tape quelque chose pour lancer le formulaire. Alors, comment te schtroumpfes-tu? Je m'appelle Schtroumpf. Moi, je m'appelle. Comment tu t'appelles? Schtroumpf à lunettes. Voilà. Mon fils est gaga de ce truc. Ok. Ensuite, vous allez avoir des petits formulaires. Donc, la maison, elle est bleue. Ok. Je vais être à côté du grand Schtroumpf, hein, j'imagine, le Schtroumpf à lunettes. Et puis, à la fin, on a un petit récapitulatif de tout. Donc, c'est super, Schtroumpfissime, tu te schtroumpf à lunettes, la couleur de ta Schtroumpf. Et bon, ça reprend en fait tout. Alors, on peut dire, bah non, je suis pas content en fait du truc, je veux modifier. Donc, vous pouvez marquer no en fait. Est-ce que tout est bien schtroumpfé? Non. C'est parti. Et il va vous proposer en fait les différentes propriétés du formulaire qu'on peut modifier. Donc là, par exemple, je vais dire, je veux modifier la couleur. Il va me le proposer. C'est ce qu'on appelle la navigation finalement à l'intérieur du bot. Donc je peux faire un reset, un quit encore. Et là, finalement, je veux dire oui. Et voilà, merci Schtroumpf à lunettes, à plus, c'est méga cool. Donc il est complètement relaxé maintenant. Et on va regarder un peu techniquement comment ça se passe. Merci Victor. Ok. Donc là, je vais me passer en fait des screenshots. Je vais y aller en fait directement en code. Ouais, on va faire ça. Je pense que ça va être plus sympa. Donc je vais lancer. Voilà, je vais lancer le petit robot. Avec la chance que j'ai aujourd'hui, il va me dire vous n'avez plus de crédit. Voilà. Ça se lance. Nickel. Donc ça, c'est ce que nous a créé le template qu'on a créé avec le bot. Donc moi, je l'ai un petit peu enhanced, un petit peu pour qu'il soit plus sympa et plus compréhensible en fait par le Schtroumpf. Il y a trois fichiers importants: le run.csx, le maindialogue.csx et le basicform.csx. D'accord? Donc le run.csx, c'est là en fait où tout démarre finalement. Donc son but pour nous, c'est d'instancier maindialogue.csx. Donc on ne va pas rentrer plus dans les détails, on s'en fout. Maindialogue.csx, ça hérite en fait de iDialog Basic Form. Voilà. Donc on ne va pas aller tellement plus loin que ça non plus. Sachez juste que à la fin du formulaire, on va avoir en fait une méthode qui est appelée, qui s'appelle FormComplete, et qu'on va pouvoir utiliser pour dire bravo, ton formulaire est terminé, mais on va pouvoir s'en servir aussi pour récupérer les datas et les enregistrer dans une base de données. Voilà. Pour l'instant, c'est pas trop grave. Alors, peut-être que certains ont remarqué en fait que c'est un .csx et non pas un .cs. C'est parce qu'en fait c'est une espèce de script C#. Donc bon, ça change pas grand-chose en fait pour nous. Hein. Si on connaît le C# classique, ça se pratique un peu de la même manière, mais il y a des petites spécificités, notamment en fait pour le chargement en fait des fichiers où il faut faire utiliser en fait des directives de compilation. Voilà. Prenez pas trop la tête avec ça. Alors, Basic Form, c'est quoi? C'est une classe qui est serialisable, qui va utiliser, regardez bien tout en haut, hop, le form flow. Et là. Alors, toutes les propriétés en fait qui sont là, name, color et location, à partir du moment en fait où je les crée, elles vont être utilisées en fait par le chatbot. Et si je mets pas de, là j'ai des attributs, hein, mais si imaginez en fait que je n'ai pas d'attributs, eh bien il va me popper tout seul. Il va demander voulez-vous remplir en fait la propriété name. Voilà, il va le faire tout seul. Je vais saisir un truc, il va remplir tout seul la propriété name. Donc il fait ça en fait par réflexion. Donc c'est un truc que les gens qui font du .NET connaissent assez bien. Et vous pouvez en fait rajouter un prompt qui vous est propre, et via l'attribut prompt. C'est ce que j'ai fait en fait en haut. Donc là le nom, je lui ai mis comment te schtroumpfes-tu? Je m'appelle Schtroumpf, 3 petits points. Donc, quand je tape à lunettes, il va remplir en fait la propriété name automatiquement. C'est pas vous la vie? Un développement vraiment hyper dur, quoi. Ensuite, avec color, là c'est un petit peu différent. Je vais avoir un enum, et cet enum, il s'appelle ici color option.
eh bien, il va avoir plusieurs valeurs, rouge, bleu, verte, et sans underscore schtroumpf. Alors pourquoi est-ce que déjà on ne les nomme pas en anglais comme on fait d'habitude? Parce qu'en fait, il va récupérer les valeurs réelles et les afficher en fait directement dans le formulaire. Donc, il faut faire attention, en fait. Je ne sais pas si je suis très clair, mais le formulaire qu'on a vu tout à l'heure, il y avait bien rouge, bleu, vert et sans espace schtroumpf. C'est récupéré en fait directement de ce code-là, puisqu'il utilise en fait réflexion pour récupérer ces datas-là. Donc, c'est pas génial, hein. Moi, je trouve ça vraiment un peu. Si vous avez fait en fait un petit peu de gestion de ressources, vous allez un petit peu pleurer ici. Mais il y a possibilité en fait très simplement de créer vos propres champs et de les gérer comme vous le voulez en fait après. Là, je vous montre vraiment les trucs de base. Et pour créer un bot très rapidement, c'est tout à fait suffisant. Alors, j'ai un prompt en fait aussi sur le color option. Donc, je veux dire, choisis la couleur de ta schtroumpf champignon. Regardez ici, il y a les petites accolades avec les 3 petits traits. C'est pour lui dire d'afficher une liste de choix. Sinon, il ne le fera pas. Il le considérera en fait comme une saisie de type non, quoi, celui qu'on a fait au-dessus. Voilà, donc j'ai la même chose en fait avec location. C'est un enum également, donc pas besoin d'y revenir. Alors, normalement, ici, je me retrouve en fait sur Form Builder. Toute cette partie-là, elle n'existe pas de base. C'est moi qui l'ai rajoutée. Je voulais juste en fait vous parler de .field name of name. Donc là, en gros, je lui dis, on va commencer en fait par la propriété name. Donc on le force à commencer par ça. Sinon, il va dérouler en fait tout seul les propriétés les unes à la suite des autres. Ensuite, là, je voulais en fait qu'il récupère via un petit message le nom de la propriété. Donc j'ai rajouté un truc qui s'appelle message et je lui dis de faire bonjour schtroumpf en récupérant la propriété name. Donc il va dire là bonjour schtroumpf à lunettes. Voilà. Ensuite, le add remaining field, c'est lui dire tu prends les autres en fait champs qui restent et tu le rajoutes directement. Donc, il va jouer en fait tout seul les prompts en fait des autres propriétés. Donc ici, c'est couleur et location. Et lorsque le formulaire est terminé, on a un message de confirmation. Par défaut, en fait, c'est un message qui est en anglais, donc c'est pas tout à fait simple en fait pour les schtroumpfs. Hein. Ils parlent pas tout à fait anglais. Les Smurfs, ils parlent, mais pas les schtroumpfs. Et donc là, j'ai un message qui leur est spécifiquement attribué, donc schtroumpfissime, etc. Qui reprend en fait les différentes valeurs de notre formulaire. Et après, on repart sur quelque chose de plus classique où on va builder en fait le formulaire. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'on peut re-switcher? C'est sublime. Alors là, tu peux avancer. Voilà, avance encore. Avance encore. Et voilà. Alors la dernière chose qu'on peut dire en fait sur le service bot, c'est la channel. Alors, on a la possibilité, une fois qu'on a publié notre bot, de publier sur différents canaux, je sais plus. Donc, on a en fait la possibilité de le faire sur le web, sur Skype, Facebook, Slack, en gros les différents canaux un peu classiques. Moi, je vous conseille, le web, ça marche vraiment super bien. C'est super facile à intégrer. En gros, vous avez en fait une iframe et vous l'intégrez en fait à l'intérieur de ce que vous voulez. Ça fonctionne en 2 minutes et c'est vraiment super classe. En Skype, j'ai essayé, ça marche bien la première fois. La deuxième fois, ça marche plus. Donc, c'est un peu dommage. Je ne sais pas pourquoi. Il n'a pas voulu en fait me relancer après. Peut-être j'ai un peu merdé, mais voilà. Il y a Skype entreprise en fait. C'est pour ça que je disais en fait qu'il y avait les deux. Et apparemment, ça fonctionne aussi très bien. Ouais. Facebook qui marche bien aussi, je l'ai testé. Slack, alors les SMS, il faut payer, hein, c'est un peu normal. Hein, il y a une petite plateforme faite derrière, mais a priori ça marche plutôt pas mal. Et vous pouvez le faire aussi via des emails. Donc qui veut faire ça avec des emails? Levez la main. D'accord, on est d'accord. Ok. Le bilan, Victor? Sans faire un bilan, en fait, on a appris à faire pas mal de choses. Après, détecter la présence d'un possible schtroumpf, donc quelque chose qui passe dans une caméra, en fait, un capteur. Reconnaître un schtroumpf, donc ça c'est grâce au travail de SML. Capturer un schtroumpf, donc avec l'électronique, et puis discuter avec un schtroumpf, donc avec le chatbot, et surtout on a appris à aider un ami dans la détresse.
Et puis, vous avez surtout appris à fabriquer une useless machine, donc c'est une machine qui ne sert absolument à rien. Il y a beaucoup d'exemples de machines dans ce genre. Il y a une machine qui sert à taper du doigt, une machine qui sert à fumer des cigarettes. Tu peux en passer, je mis d'autres exemples. La Unplug Machine qui sert juste à se débrancher. Magnifique. Voilà, je ne sais pas si tu voulais rajouter. Tu peux remercier. Ouais, bah, merci au Schtroumpf, merci à l'organisation. Moi, c'est la première fois que je viens là. Samuel, ça fait un petit moment, je crois, ça fait quand même 5 ans. Ouais. Je pensais en fait qu'un petit gâteau d'anniversaire ou quelque chose aurait été prévu, mais apparemment l'organisation est un petit peu foirée là. Peut-être ça sera tout à l'heure au repas, je sais pas. Oui, Mathieu, c'est une surprise. On te remercie. Donc voilà, un gros merci à tout le monde et puis au DFD tout particulièrement, et puis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci. Tu verras après, mais je sais pas, je sais pas quelle heure il parle. Ça passe pas de toute façon.